Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF. Je ne sais pas si nous sommes 66 millions de procureurs, comme le dit le président de la République, mais nous sommes assurément 66 millions de scientifiques, de médecins qui savons tout sur le virus, sur le vaccin, comment s'épargner le coronavirus. On va parler justement de science, mais on va parler plutôt d'espace dans cette émission. On va parler aussi de la grève, puisque mardi, il y aura une grève générale dans la fonction publique. Est-ce que c'est le moment, dans un pays qui se prépare au confinement, de faire grève? On parlera aussi de politique, on parlera de caricature. Et pour en parler, Philippe Kécut, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'université de Versailles-Saint-Quentin, vous êtes le directeur adjoint du LATMOS et vous êtes à l'origine de l'UVSQSAT qui est parti dimanche après quelques péripéties météorologiques. Ça y est, il est dans l'espace. Il tourne. Et il tourne. Oui. On va en parler justement de cet événement quand même français d'envoyer un satellite dans l'espace. En plateau, Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Bonjour. Et je suis content de vous voir, enfin, oui, de visu. Oui, de visio plutôt qu'en visio. Voilà. Oui, la visio. Alors, vous savez que Florence Mercader redoutait de vous voir, donc c'est pour ça qu'elle est, elle, en visio. Elle ne voulait pas vous croiser. Bonjour, Patrice. Bonjour, vous êtes avocate au barreau de Versailles. J'ai oublié de dire, Jean-Charles Lajoigny, que vous êtes éditeur. Voilà. On dira un mot de votre dernière publication de Jean-François Pasque, le seul témoin, un roman qui se passe en Sibérie. Sibérie, c'est glaçant. Et puis nous sommes aussi en visio avec José Cachin. Bonjour. Oui, bonjour Patrice, bonjour à tous. Alors vous êtes directeur d'école à Montigny et c'est avec vous qu'on va aborder le premier thème. Pourquoi cette grève qui s'annonce pour mardi? Alors, c'est une grève générale de la fonction publique qui est annoncée et qui va toucher notamment l'enseignement à l'appel de plusieurs syndicats. José Cachin, quel est le but, au fond, de cette grève? Pourquoi cette grève? Très simplement, vous avez un adage qu'on connaît tous qui dit que faire et défaire, c'est travailler. Mais quand on passe son temps à imposer, à mettre en pratique des directives qui la plupart du temps sont inapplicables avec la réalité du terrain, quand on a des propos qui sont contradictoires, qui sont souvent infondés, tout cela fait que aujourd'hui vous avez le corps enseignant qui est essentiellement peuplé de mécontentes, exaspérés, découragés, fatigués, inquiètes. Et tout cela sans avoir un soupçon de considération pour tout ce que nous avons fait jusqu'à présent et tout ce que nous aurons encore à faire. Voilà, en quelques mots, les raisons qui nous amènent aujourd'hui à faire cette grève. L'objectif est de revendiquer un plan d'urgence face à l'enjeu sanitaire actuel, d'une part, mais aussi dans le but de pouvoir assurer ces fonctions de service public d'éducation. Quand vous dites qu'il n'y a pas de reconnaissance, on a eu quand même plutôt l'impression, avec justement quand les gens sont confinés la première fois, qu'ils n'ont pas pu envoyer leurs enfants à l'école, qu'ils avaient une sorte de grand respect pour les enseignants, justement, parce qu'ils ont compris la difficulté de leur métier. Cette reconnaissance n'a pas duré, à votre avis ? Alors, la reconnaissance de qui? Parce que déjà. Des parents. Ça, jusqu'à présent, heureusement que nous travaillons en concertation avec les parents. Les parents sont très respectueux de tout ce que nous avons mis en place jusqu'à présent et ils sont également très respectueux des consignes qui leur ont été passées dans le cadre du protocole sanitaire. Mais enfin, aujourd'hui, on constate que nous avons une hausse de près de 30% chez les élèves et près de 40% chez les adultes, une hausse de personnes qui sont positives au Covid. Et c'est véritablement ça qui nous inquiète. Oui, alors, c'est dire qu'il faut faire un peu une différence entre... Il y a des revendications un peu générales, notamment salariales, dans cette grève. Vous allez suivre la grève, vous n'êtes pas forcément d'accord avec toutes les revendications, notamment des syndicats. Votre motif de grève, si je peux dire, c'est la situation sanitaire, c'est ça. C'est quoi faire face au virus.
dans les écoles notamment. Oui, on a des revendications syndicales, des revendications salariales qui sont mises en avant dans le cadre de cette grève-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avoir des revendications salariales, étant donné le contexte, c'est un peu indécent. Maintenant, ce que nous revendiquons essentiellement, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est sur le plan sanitaire, c'est-à-dire avoir un accès prioritaire à la vaccination pour les personnels de l'éducation nationale qui le souhaitent, bien évidemment. C'est une campagne massive de tests PCR dans les écoles. C'est aussi et surtout un équipement en masques chirurgicaux à usage unique. On a aujourd'hui ces propos contradictoires entre le port des masques en tissu qui fait polémique, où une fois on nous dit que les masques en tissu posent problème, et puis dans les heures qui suivent on nous explique qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et puis ce qu'on revendique également, sont des règles en fait, des règles qui doivent être mises en place, des règles de cas contact au sein de l'éducation nationale, qui doivent être les mêmes que dans le reste de la société, tout simplement. Et puis une harmonisation des règles de fermeture des écoles en cas de cluster. C'est une cacophonie aujourd'hui ce qui se passe. On a des situations qui sont extrêmement disparates d'un département à l'autre. Certaines écoles sont fermées après un cas contact concernant un seul animateur, tandis qu'une autre va rester ouverte après 20 cas positifs qui sont avérés. Donc c'est tout ça qui explique aujourd'hui le ressenti qu'on peut avoir par rapport à ça. Concrètement, ça veut dire que, par exemple, vous manquez de masques dans votre école. On manque de masques. On nous fait des dotations de masques en tissu depuis le départ. D'accord. Et là, on vous dit que ça ne marche pas. On vient de nous annoncer que jusqu'à la fin de l'année, on serait encore doté de masques en tissu. On ne sait pas aujourd'hui quel type de protection on est en capacité d'avoir avec ces masques en tissu. On revendique tout simplement, vous avez les entreprises qui mettent en place des protocoles et qui fournissent leurs employés en masques. Pourquoi nous, dans l'éducation nationale, on ne pourrait pas être bénéficiaire de masques jetables, comme c'est le cas un peu partout? Des masques et la priorité pour les enseignants pour la vaccination, c'est ce que vous demandez. C'est ça. On demande des masques pour les enseignants, on demande une gratuité de masques pour les élèves, et on demande à être considérés en fait comme personnel prioritaire dans le cadre de la vaccination. Jean-Charles, vous voulez réagir là? Oui, prioritaire, c'est sûrement très bien et très logique, mais enfin, les enfants sont, on le sait, pas en danger, c'est pas la cible. Il me paraît pas que les enseignants en collège et en école soient vraiment les personnes les plus à risque du monde, quoi. Là, donc après, encore une fois, faire grève pour avoir des masques en tissu. Alors ok, Olivier Véran a dit qu'il fallait plus de tissu, mais la médecine a dit que rien n'était prouvé, que le tissu c'était peut-être bien. Donc on va pas faire. Enfin, si les enseignants se mettent à faire grève pour la qualité du masque, je veux dire, ils vont faire grève tous les jours parce que comme on ne sait toujours pas quel est le bon, je veux dire, c'est sans fin. Donc, et juste, je termine là-dessus. Moi, j'aurais aimé que, quitte à ce que les enseignants se mettent en grève, ils aient une petite pensée pour l'enseignante qui vient d'être balancée par Mediapart pour avoir eu des paroles sur l'islam, etc. Et que là, tout le monde s'en fout visiblement. Enfin, je veux dire, c'est plus important le masque en tissu que cette pauvre. Deux choses différentes. Non mais. Il y a un moment où il faut choisir ses priorités. Ça me semble plus important de défendre cette enseignante que de savoir s'il faut un masque en tissu ou s'il faut la gratuité du masque en papier, quoi. Voilà, c'est vrai qu'il n'a pas été beaucoup défendu. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Écoutez, quand vous êtes au cœur du système, effectivement, je pense que nous n'avons pas les mêmes priorités. Il y a un constat aujourd'hui, et quand on voit... Quand on a des incertitudes sur les moyens qui sont mis à disposition, il me semble que le contexte actuel justifie le fait qu'on soit le plus prudent possible par rapport à certaines choses. Donc, je vous rappelle quand même que là, en l'espace de 24 heures, on a quand même 268 cas qui ont été avérés chez les enseignants. On a 1680 cas en tout. On a 370 classes qui sont fermées sur l'ensemble de la France.
On a une plus grande propagation qui s'avère dans les écoles primaires. On a 47 établissements scolaires qui ont été fermés. Si vous estimez aujourd'hui que nous n'avons pas à revendiquer ce type de choses, j'en suis bien désolé, mais permettez-moi de vous dire que lorsque vous enseignez auprès des enfants à longueur de temps, qu'on vous annonce que l'école est prioritaire et que les enseignants n'y sont pas, pour moi, c'est un vrai combat. Philippe Quécut, vous voulez intervenir là-dessus? Non, j'ai très peu de compétences sur ces aspects de masque. Moi, je crois qu'effectivement, le corps enseignant, il est sollicité et il demande à être globalement valorisé, ça c'est clair, hein, parce que surtout là, avec cette époque, mais cela étant, la gestion de crise, puisqu'on est en gestion de crise, c'est toujours compliqué, hein, donc il faut que tout le monde essaye de le gérer au mieux. Donc plus il y a des initiatives locales et que chacun se prend en charge, mieux c'est, je pense, parce que finalement, on n'en sait pas grand-chose, mais... C'est vrai que vous êtes directeur d'école, les écoles dépendent des villes. Est-ce que c'est pas... Pardon. Oui. Non, je vous laisse finir votre question. Les écoles dépendent des municipalités, non? C'est bien ça, hein? Les écoles dépendent des municipalités. Elles sont gérées... Enfin, les écoles dépendent de l'éducation nationale. Mais gérées par les municipalités. Est-ce que c'est pas aux municipalités... ça serait pas aux municipalités, après tout, de vous procurer les masques dont vous avez besoin plutôt qu'à l'État? Mais les municipalités, elles ont déjà fait le nécessaire sur un certain nombre de choses, et notamment en termes de gel hydroalcoolique. Et au-delà de ça, on travaille systématiquement en collaboration avec les municipalités. Et heureusement qu'on a leur appui et leur soutien pour mettre en place tout le protocole. Maintenant, je crois qu'à un moment donné, quand vous avez des décisions ministérielles qui sont prises au niveau de l'éducation nationale, c'est aussi à l'éducation nationale de pourvoir aux besoins qu'on a dans les écoles. De systématiquement mettre ça sur le dos des municipalités. D'accord. Alors, il y a une question qui risque de se poser dans quelques jours. On parle beaucoup d'un nouveau reconfinement. La question des écoles va être posée et on entend beaucoup ce discours qui est de dire justement la situation dans les écoles n'est pas la même que celle dans les collèges ou dans les lycées. C'est-à-dire que les enfants de 13-14 ans sont plus sujets à attraper le virus, ils sont peut-être plus contagieux, ce qui ne semble pas être le cas des plus petits. Est-ce que là-dessus, vous avez vous-même, en tant qu'enseignant finalement et directeur d'école, est-ce que vous avez des informations ou est-ce que chacun dit un peu n'importe quoi? Écoutez, les informations, je vous les ai données. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de cas qui s'avèrent dans les écoles. On a un nombre de cas qui est grandissant là au fil des jours. Maintenant, c'est plus en termes de gestion. J'imagine que c'est très compliqué de pouvoir organiser les choses au niveau des collèges. Au niveau des lycées, on est encore sur un autre mode d'organisation. Quoi qu'il en soit, il me semble, le bon sens veut que l'on soit prudent aujourd'hui par rapport à ce qui... Mais même si on a un certain nombre de réflexions encore aujourd'hui sur la qualité des moyens qui sont mis à disposition, sur le mode d'organisation qu'il peut y avoir, il faut être très prudent par rapport à tout ça, tout en sachant que je ne veux pas qu'on puisse penser une seule seconde que nous ne sommes pas attachés au maintien des écoles, à l'ouverture des écoles. C'est bien évident que l'ouverture des écoles, elle est primordiale. Il faut faire en sorte de ne pas creuser davantage les inégalités sociales qu'on peut avoir. Il faut qu'on puisse permettre aux élèves de poursuivre des apprentissages. Il faut qu'on puisse leur permettre de maintenir un lien entre eux. Mais tout ça ne pourra être possible que si la sécurité scolaire dans les établissements est garantie au quotidien et qu'elle s'accompagne d'une priorité nationale dans ce sens. Non, je vous posais la question parce que
en cas de reconfinement, il y a une hypothèse qui dit qu'en effet les collèges et les lycées pourraient être fermés, mais que les écoles pourraient continuer à être ouvertes. Et ça impliquerait peut-être, alors ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on prenne soin des enseignants, qu'on les mette dans les listes prioritaires pour être vaccinés. Si on doit laisser les écoles ouvertes, et on comprend l'enjeu social de laisser les écoles ouvertes, parce que ça permet aux parents de travailler beaucoup plus que s'ils ont des enfants dont ils doivent s'occuper. Dans ce cas-là, c'est vrai que vos revendications prennent tout leur sens même. C'est depuis... Vous m'entendez ? Oui, oui. Ah, pardon. Non, je disais, c'est un peu ce que j'essaie de vous expliquer depuis le départ. C'est-à-dire que moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer de faire en sorte que les écoles restent ouvertes, clairement. Maintenant, il faut rassurer tout le monde par rapport à ça. Et en tout premier lieu, rassurer des personnes, tous les partenaires et toutes les personnes qui, au quotidien, font en sorte que ces écoles puissent être maintenues ouvertes. Florence Mercader-Choquet, une réaction ? Écoutez, moi je comprends parfaitement ces revendications, d'autant plus qu'on voit bien vos questions et vos réponses, Monsieur Cachin, c'est que vous êtes dans le flou artistique avec des ordres contre ordres et ça a commencé dès le mois de septembre pour gérer la rentrée, donc ça s'est passé de manière un peu bizarre. Et c'est vrai qu'il faut soutenir au maximum les enseignants, d'autant plus qu'on ne sait pas très bien sur ce nouveau virus mutant. Il pourrait, d'après des informations de scientifiques, il pourrait aussi atteindre les enfants, et les enfants pourraient être porteurs, même plus petits, pourraient être porteurs de ce virus. Donc, compte tenu un peu du flou dans lequel nous sommes tous, mais vous plus particulièrement au contact des enfants et avec cette obligation sociale qui est de maintenir les écoles ouvertes, je pense qu'il faut que vous ayez un soutien total, que ce soit des municipalités, mais manifestement elles ont fait leur travail, mais du ministère. Et j'avoue que je suis un peu interloquée de savoir que vous manquez de masques. Et il me semble que dans certaines écoles, les enfants qui sont de familles les plus pauvres ont des masques gratuits à l'école, si je me trompe. Enfin, s'ils ont des masques gratuits à l'école, on a des masques à destination des enfants. On a également une dotation de masques à destination des enfants, mais on nous a bien expliqué que ces masques-là étaient destinés avant tout au quotidien, si vous voulez, à faire en sorte qu'un enfant qui viendrait à l'école sans masque puisse en bénéficier. Mais on est sur des dotations qui, dans l'ensemble, sont assez pauvres par rapport à ça. Donc c'est très compliqué. Enfin, il me semble en tout cas que l'intervention que je suis en train de faire là, elle est destinée aussi à expliquer que il est nécessaire d'être très prévoyant par rapport à tout ça. Et il ne faut pas qu'on ait une multiplication de cas qui, à un moment donné, pourrait mettre l'école et les enfants et les familles dans une situation beaucoup plus grave qu'elle n'est aujourd'hui. On arrive à gérer les choses, mais il faut vraiment qu'on puisse nous donner les moyens nécessaires pour que tout le monde soit tranquillisé et un peu plus serein par rapport à cette situation. Écoutez, merci beaucoup. On fera le point dans les jours qui viennent, justement, et peut-être si jamais il y a ce reconfinement, l'ouverture des écoles ou pas, ça serait intéressant d'avoir votre point de vue. Merci beaucoup, José Cachin. Je vous en prie, bonne continuation. Merci à vous. Merci. Alors, au revoir. On va changer de sujet, on va s'élever, si je peux dire. On va partir dans l'espace avec le lancement du VSQ SAT, qui est parti donc dimanche. Voilà, il est dans l'espace. Alors Philippe Kécut, on va revenir d'abord sur ce lancement qui avait été reporté 2 ou 3 fois pour des raisons météorologiques essentiellement, c'est ça ? Il y a eu plusieurs petits soucis et donc compte tenu de l'enjeu, c'est quelque chose de complètement habituel. Oui, bien sûr. On fait attention à avoir toutes les meilleures conditions pour
Mais c'est assez intéressant parce qu'il y a même des embouteillages dans l'espace, quoi, au fond. Maintenant, il y a des embouteillages. Donc là, c'est clair. Maintenant, c'est un record du nombre de plateformes mis dans l'espace. Et donc, bien évidemment, c'était aussi ça un peu la nouveauté. Il fallait être certain que les choses se déroulent dans le bon ordre pour éviter que les uns et les autres se cognent et finalement que ça se passe bien, quoi. Donc l'UVSQ-SAT est parti dimanche, lancé par SpaceX. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? On sait ça? Alors là, j'avoue que j'ai pas regardé un petit peu où il était. Il tourne autour de la Terre. Oui. Donc, pour ceux qui ont suivi un petit peu la mise en orbite sur YouTube, on voit que ça va très vite, 27 000 km. Vous êtes, vous le suivez pas comme ça. Il passe quand même. Je vous interromps juste une seconde. Il y a un tout petit truc. Moi, je n'ai pas tout compris non plus, mais vous avez lancé un satellite, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Alors non, on l'a lancé. Non. Oui, non, parce que on a fabriqué. Je suis un peu perdu. On va reprendre au début. En effet, il y a un satellite qui a été conçu et voulu par le LATMOS, qui est le laboratoire atmosphérique qui s'occupe de l'espace, dont Philippe Kécut est le directeur adjoint. Et Philippe Kécut est à l'origine, avec d'autres chercheurs évidemment, de ce satellite. Et ce satellite, qui est un indosatellite, on va y revenir, a été lancé dimanche dans l'espace depuis Cap Canaveral par SpaceX, c'est ça. Ok, j'ai compris. Voilà. Non, vous avez raison. C'est vrai que, comme nous, on en a déjà parlé, on peut peut-être paumer un peu les gens si on ne raconte pas tout. Vous avez raison. Alors, donc là, tout va bien. Tout à fait. Alors, il y avait effectivement plusieurs étapes qui sont toujours critiques. L'une d'elles, outre le lancement, était la mise à poste de ces 143 satellites avec des gros et des plus petits. Et donc là, donc le lancement se faisait à 16h. Nos antennes se sont déployées normalement à 17h15. Et à 17h30, les amateurs ont commencé à essayer de regarder s'ils détectaient le satellite, ce qui a été le cas. Et puis à 20h, ils passaient au-dessus de Guyancourt et donc on récupérait les données. D'accord. Et on voit les images là, du lancement pendant que vous parlez. Alors, c'est un nanosatellite, c'est-à-dire qu'il a quoi, la taille d'un Rubik's Cube, on disait à peu près? Tout à fait. Alors, en fait, les nanosatellites peuvent avoir différentes tailles. En fait, on les appelle aussi souvent CubeSat. Parce que ça correspond à un standard qui a été mis en place par les Américains et qui permet du coup de minimiser les difficultés d'emport. C'est-à-dire que du coup, comme c'est standard, ça rentre dans un tube qui a la taille, qui a toujours la même taille, et puis on en envoie beaucoup. Là nous, alors je dis, il y en avait 143. Nous, on était dans une partie où il y en avait 17, qui avaient à peu près des tailles similaires, et donc on était le 14e, si je me souviens bien, de ces 17 à sortir. Et donc on sort tous les uns à la queue leu-leu. Et donc ces interfaces sont beaucoup plus simples, et c'est ce qui participe, avec d'autres éléments, à baisser le coût. Et c'est ça qui finalement est un peu la révolution, c'est que du coup, cet accès à l'espace devient beaucoup plus démocratique. On sait à peu près quel est le coût d'un CubeSat là? Alors ça peut varier, parce que là nous on envoie quelque chose qui est relativement petit. On peut faire plus grand avec des fonctionnalités plus compliquées. C'est ce qui sera prévu dans un second temps. Et donc là, disons qu'on estime, alors c'est toujours compliqué parce qu'il faut faire des coûts consolidés, on estime à peu près à 3 millions le satellite, en comptant les heures de travail du personnel. En comptant aussi les salaires des gens, les infrastructures, voilà. Etc. Mais le lancement en lui-même, SpaceX a fait vraiment baisser les coûts par rapport à d'autres solutions. Oui, aujourd'hui, c'est le moins cher. Ouais. Et finalement, l'une partie de la baisse de ces coûts, c'est le fait que du coup, une partie des étages sont récupérés. Ça aussi, c'était une partie très, très impressionnante. Vous avez une barge qui récupère un étage et qui va être réutilisé. Donc, du coup, effectivement, on voit le modèle qui est tout à fait économiquement intéressant. C'est-à-dire pour ça que ça a été lancé de Cap Canaveral. Ça aurait pu être de cours. On aurait pu penser. Bon. D'abord, il faut dire à quoi va servir ce satellite. Alors, ce satellite-là, il va regarder les émissions qui viennent de la Terre et qui viennent du Soleil
Alors, principalement pour répondre aux questions de la problématique du changement climatique. C'est ça. En fait, tout le monde connaît effectivement que les gaz à effet de serre augmentent, mais en fait, l'équilibre radiatif et le changement de température est dû aux émissions, enfin, plutôt à l'absorption du rayonnement solaire. C'est un équilibre entre le rayonnement solaire et l'émission infrarouge de la Terre, des nuages et des gaz à effet de serre. Et donc, lorsqu'on observe ça, on voit quel est le déséquilibre. Parce que dans cet équilibre-là, bien évidemment, il y a les gaz à effet de serre qui jouent, mais vous avez aussi l'albédo, c'est-à-dire la réflexion des sols, qui est très importante. Donc, déforestation, diminution de la glace, etc. Donc, c'est un tout. Et nous, c'est une mesure qui peut se faire que depuis l'espace et qui permet de faire cet équilibre et de compléter les mesures qu'on a déjà en donnant une réponse sur le déséquilibre. Alors, revenons à ce nanosatellite, ou ce cube-satellite. Scientifiquement, c'est une prouesse de faire quelque chose de si petit. Oui, alors le laboratoire a déjà conçu des instruments spatiaux régulièrement. On a des instruments qui aujourd'hui roulent sur le rover martien. On était dans l'aventure Rosetta. Bon, donc pour nous, faire des instruments spatiaux, c'est le quotidien du laboratoire. Là, ce qui est un petit peu nouveau, c'est que effectivement, alors pour correspondre aux contraintes économiques, il faut faire petit pour pouvoir effectivement en envoyer des satellites moins chers, plus rapidement, etc. Et donc là, il fallait regrouper dans un cube beaucoup de choses. Et là, c'était compliqué, oui, parce qu'il faut tout miniaturiser. Et ce n'est pas que miniaturiser, on a aussi la problématique du spatial, qu'il faut qu'on soit certain que ça fonctionne compte tenu des investissements. Et donc, il faut tester toutes les choses et récupérer le plus possible des choses qui ont déjà été éprouvées. Alors, c'est comme ça que fonctionne le spatial. Ce qu'il y a, c'est que jusqu'à présent, on fonctionne à une échelle. Là, on fonctionne à une échelle plus petite. Et donc, il faut redévelopper l'ensemble des concepts sur cette échelle qui est plus petite. Alors bien évidemment, les Américains ont lancé cette stratégie depuis longtemps, donc ils ont déjà des entreprises qui proposent des choses qui ont été validées dans l'espace, donc on peut réutiliser. Il faut qu'on prenne notre place dans ce secteur aussi, hein, il n'y a pas de raison. Parce que, oui, pardon. C'est un satellite qui a une durée de vie, d'exploitation très longue. Alors là, celui-là, c'est le premier, ça va être un prototype, parce que pour nous, ce qui est tout à fait nouveau, c'est de s'occuper de l'ensemble. C'est-à-dire qu'habituellement, on s'occupait de l'instrument, mais on ne s'occupait pas de la plateforme. Donc là, aujourd'hui, on se trouve à s'occuper de la plateforme, s'occuper des problèmes de récupération des données. Donc c'est un petit peu nouveau pour nous. Donc a priori, il y a toujours beaucoup d'aléatoires dans le spatial. Hein. Donc a priori, je dirais que s'il durait 3 ans, ce serait une période qui nous plairait beaucoup et qui démontrerait vraiment la pertinence. Si c'est 1 an, ça permet de faire un cycle annuel, c'est déjà bien. Et puis, de toute façon, toutes les données qui seront acquises seront utilisées et réutilisées. Souvent, on met 10 ans, 20 ans à exploiter les données d'un satellite. On en tire le maximum jusqu'au bout. Alors justement, ce lancement, ça fait partie de ce qu'on appelle le New Space, hein, c'est-à-dire qu'une évolution au fond de la conquête spatiale. C'est vrai qu'on a eu les grandes avancées avec l'homme qui marche sur la Lune, etc. On a l'impression que là, on va aller plutôt peut-être vers de la robotisation, vers des machines qui vont dans l'espace plutôt que des hommes. C'est ça le New Space ? Alors le New Space, bon, chacun a sa définition du New Space un petit peu. Disons que c'est surtout le fait que vous avez des acteurs nouveaux. Et donc, traditionnellement, nous, on travaille avec notre agence spatiale qui est le CNES, notre agence spatiale européenne qui est l'ESA depuis longtemps. Et donc, pour nous, le spatial, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on multiplie le nombre d'acteurs. Vous voyez, il y a 143 satellites qui sont partis avec un seul lanceur. Et donc beaucoup de monde maintenant. Puisque comme il y a une démocratisation, vous avez plein de pays qui n'avaient pas d'agence spatiale qui aujourd'hui accèdent à l'espace. Et donc, du fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs, les règles changent. Puisque avant, vous aviez une dizaine d'agences spatiales qui se mettaient d'accord entre elles sur un certain nombre de règles, un certain nombre de programmes. Aujourd'hui, vous en avez beaucoup.
Et donc, du coup, vous avez des questions nouvelles qui apparaissent, des questions sur la partie juridique, sur la partie économique, qui va être différente. Le droit de l'espace, notamment. Droit de l'espace. Et donc, tout ça fait que on est dans une ère, du coup, qui est nouvelle, puisque, effectivement, on a beaucoup d'interlocuteurs. Et donc, nous, qui défendons la partie scientifique de l'espace, le fait d'y accéder pour amener des nouvelles données, on est dans un cadre où on collabore avec nos collègues de tous les pays, comme on le fait sur les autres domaines scientifiques. Florence Mercadé-Choquet, vous allez vous spécialiser en droit de l'espace? Ah non, elle est... Pardon, je vous ai pris, vous étiez... Il y a le téléphone qui sonnait et voilà. Alors je ne suis pas spécialisée en droit de l'espace et puis on va laisser la place aux jeunes pour le faire, mais c'est un peu tard. Non, mais c'est vrai que c'est un nouveau domaine. C'est passionnant, notamment... voilà, moi, je suis totalement fascinée, comme tout le monde, par l'espace, par toutes ces expériences. Et vous parliez de cette étude de l'environnement et de la problématique du climat sur la Terre, mais j'ai cru comprendre aussi que l'espace devenait une poubelle et qu'il y avait beaucoup d'objets volants qu'il faudrait récupérer. Et est-ce qu'il y a des engins qui sont là pour faire camion poubelle, entre guillemets, dans l'espace? Alors en fait, comme partout, il faut le gérer, c'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que tous les objets qui tournent autour de l'espace, à un moment donné, reviennent sur Terre, et donc en traversant l'atmosphère, se désagrègent. Et donc créent une petite poussière, mais je dirais de la même manière que le font les météorites qui nous arrivent en permanence. Donc ça n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est effectivement notamment les débris, ou comme on l'a vu, des explosions qui créent alors là plein de débris, parce que là, chaque débris menace les autres. Ah oui. Donc il y a effectivement une gestion de ces débris pour éviter que finalement on envoie une plateforme très importante, très chère, qui va servir à la télé, à la télécommunication, à la météo, et qui soit détruite par un petit objet. Donc on a besoin de gérer. Alors aujourd'hui, côté français, il y a une réglementation qui est très claire. Vous n'accédez pas à n'importe quelle orbite. Et donc, nous-mêmes, nous avons accédé à une orbite qui fait qu'on va très rapidement, finalement, retomber, et donc ne pas créer de problèmes et de déchets. Et ces réglementations vont se durcir, et il est clair que, et on l'a bien vu, il y a un certain nombre de plateformes qui étaient dotées, qui ont été mises en orbite, à plus haute orbite, qui sont dotées de moteurs, qui leur permet effectivement d'accélérer cette désorbitation. C'est-à-dire que dès qu'un système n'est plus opérant dans l'espace, effectivement, on voit bien qu'il faut le nettoyer. Alors, ceci n'a pas été le cas toujours, et puis on a entendu parler de ces petits problèmes géopolitiques où, du coup, certains démontraient leur puissance en faisant exploser certains objets. Donc ça c'est catastrophique. Et donc ces objets-là, par contre, il faut trouver un moyen aussi pour les enlever, quoi. Et parce que souvent, ça peut être un tout petit objet, une bille dans l'espace, ça vous détruit un satellite. Donc il faut arriver à les redétruire. Il y avait, alors, autre question qui est intéressante et importante, on parlait de New Space, vous avez été lancé par SpaceX, mais dès la conception et pour le financement de ce nanosatellite, il y a eu une coopération du public et du privé. Ça aussi, c'est assez nouveau. Ah oui, alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que malgré tout, aujourd'hui, on se réjouit, et puis là, on a des données, donc je pense que la communauté scientifique va saisir ces données et va être très intéressée. Quand on a commencé, on n'était pas beaucoup à y croire. Je dirais même, à part quelques-uns qui peut-être y voyaient des démonstrateurs technologiques, la partie scientifique avec des petits satellites, personne n'y croyait. Donc on a démarré ce projet vraiment de manière très différente des autres, c'est-à-dire qu'on l'a démarré sans équipe, sans financement, sans rien. On n'était que quelques-uns à y croire, et petit à petit, les gens ont commencé à comprendre que ça allait être créé, donc on allait... C'est en avançant dans le projet que vous avez trouvé... Et du coup, les partenaires sont venus. Les partenaires sont venus, et comme on avait
par ailleurs, parce que ça n'est pas vrai que dans le public, développer une forte logique de partenariat public-privé. Alors on a trouvé des partenaires historiques qui nous ont aidés. Mais c'est pas simple, parce que aujourd'hui, c'est pas dans la culture non plus. C'est pas dans la culture, c'est toujours pas dans la culture parce qu'on en parle beaucoup, mais rien n'est fait pour le faciliter. C'est-à-dire que là, on a besoin quand même au plus haut niveau de l'État que les règles changent, parce qu'aujourd'hui tout le monde dit il faut que le public et le privé travaillent ensemble sur la recherche. Mais au quotidien, c'est pas le cas. C'est un casse-tête. Les procédures ne sont pas là et tout est fait pour nous en dissuader. C'est vrai qu'on retrouve un peu toujours la lourdeur administrative dans tous les... Le millefeuille, le fameux millefeuille administratif. Pour terminer sur ce sujet, la France a été un des grands pays, enfin est un des grands pays de l'espace. Évidemment, il y a eu les États-Unis et l'URSS autour de la guerre froide, il y a eu la Chine ensuite. La France est dans les tout premiers pays. Ça reste une priorité, la conquête spatiale pour la France ? Alors, en tout cas, bien sûr, parce que finalement, quand vous regardez notre agence spatiale nationale, le CNES, est l'une qui met en orbite un grand nombre d'instruments pour la science. Donc pour nous, scientifiques, c'est très important. Ce qu'il y a, c'est que ce qu'on voit apparaître, c'est effectivement d'autres façons de faire. Donc, c'était un peu ça aussi pour nous l'enjeu, c'est qu'il faut aussi se renouveler et à côté de ces missions qui vont rester, parce qu'on a aussi besoin de grosses missions. Il y a des choses qui sont d'un point de vue physique immuables, c'est-à-dire que si vous voulez observer le ciel, vous pouvez pas le faire avec un petit télescope, il faut forcément un gros télescope. Ouais. Et vous avez beau être capable d'envoyer un nanosat, vous n'enverrez pas, vous n'observerez pas des galaxies lointaines à partir d'un Rubik's Cube, c'est pas possible. Donc il y a des principes physiques que vous ne pourrez pas faire, mais il y a de la place. Enfin, il faut que la France prenne sa place aussi sur ce secteur qui est tout à fait complémentaire et permet aussi une recherche dynamique. Parce que du coup, on l'a bien vu, développement en 2 ans d'un nanosatellite, ça veut dire que nous, scientifiques, on est capable de tester des choses, d'avoir des premières réponses. Et on voit bien face à l'urgence climatique, aux problématiques de météorologie qu'il faut gérer et qu'il faut gérer en urgence, on a besoin d'outils. Et donc, les nanosats peuvent compléter ce qui existe déjà et permettre d'apporter des réponses. Voilà. En tout cas, c'est une belle réussite. C'est UVSQSat, bravo. Merci. Bravo, parce que c'est vrai que vous avez commencé, comme vous le disiez, un peu seul. Voilà, même si maintenant tout le monde vient au secours du succès. Tout à fait. Alors, on va parler d'autres sujets, mais on ne va pas être si loin que ça. C'est la phrase d'Emmanuel Macron, sommes-nous 66 millions de procureurs ? Alors, c'est intéressant parce que, et je continue presque avec vous, parce qu'il s'adressait à des étudiants scientifiques, justement, en disant ça. Et il dit, au fond, chacun fait des erreurs, sauf celui qui ne cherche pas ou qui refait tous les jours la même chose. Et justement, le principe de la recherche, c'est justement de ne pas faire tous les qu'on la même chose et de prendre des risques. Hein. C'est ça. Il faut prendre des risques, oui, c'est clair. Et il ne faut pas avoir peur de l'échec. C'est vrai que c'est une culture un peu française qu'on a du mal à abandonner. Alors, c'est vrai qu'il y a eu... Alors, il y avait eu sa phrase sur les Gaulois réfractaires. Il y a la fameuse phrase de Gaulle, on ne peut pas gouverner un pays qui a 258 sortes de fromage. Enfin, c'est vrai qu'il y a une plainte habituelle des gouvernants sur l'attitude des Français. Oh, c'est pas très nouveau, ça. C'est pas très nouveau, mais ce qui est un peu nouveau avec le président Macron, c'est qui semble partagé par son Premier ministre, c'est qu'on n'a plus le droit de les critiquer. C'est-à-dire que dès qu'il y a un début d'opposition, et Dieu sait s'ils ont de la chance, l'opposition étant tellement consternante qu'ils ne sont pas très dérangés par là, mais dès qu'il y a une voix un peu dissonante, tout de suite c'est « Ah ben c'est pas constructif, vous n'avez pas le droit de dire du mal de ce qu'on fait, vous n'avez pas le droit de douter, il faut lutter contre le... » Non, on a le droit, on est français, on a le droit de donner notre avis, on a le droit de ne pas être d'accord avec la politique du président, ça ne la remet pas en cause, il a été élu démocratiquement, mais qu'il arrête comme ça de
de critiquer tout le monde. On est 66 millions de procureurs, on est 66 millions d'électeurs surtout. Enfin, pas 66 millions, mais on vote pour lui. Donc, non, mais il faut arrêter d'infantiliser les Français. Il faut arrêter de les prendre pour des crétins. Et surtout, c'est pas en les injuriant dans 66 millions de procureurs. Et alors, oui, on a le droit. Mais... dans sa bouche, oui, c'en était une. Mais... Florence, Mercadé-Choquet. Alors, je trouve ça un peu radical de dire 66 millions de procureurs, parce que procureurs, ça voudrait dire qu'on est tous critiques par rapport à tout. Et je pense qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui sont des répétiteurs. Donc, c'est probablement un peu... ce sont des gens qui ne sont pas très créatifs. Et puis, il y a des créateurs, et je pense que c'est vis-à-vis des créateurs peut-être qu'ils s'indignent, mais justement, tous ceux qui sont créatifs sont des gens qui peuvent peut-être critiquer mais il faut effectivement être force de proposition derrière la critique. Alors le problème, c'est que certains Français, parce que je pense qu'on peut pas dire tous les Français, mais certains Français ont tendance à, quoi qu'il arrive, à critiquer, à avoir un avis sur tout, y compris des avis sur lesquels les scientifiques doutent. Donc il faut arriver à dépasser cette situation, cette attitude, en tout cas cette posture. Et il faudrait que les gens prennent l'habitude aussi de plus écouter les autres pour se faire son avis. Mais alors voilà, toute la problématique aussi des réseaux sociaux où on a 150 avis à la minute, et encore 150, je pense. Je suis en dessous. Et c'est ça qui fait beaucoup de mal à la réflexion et un peu au dépassement des avis tout faits et où il n'y a aucune réflexion. Alors il y a peut-être une part aussi de responsabilité, peut-être aussi des médias, des réseaux sociaux indubitablement, mais aussi des médias où il y a peu de médias, où il y a de la réflexion pour faire avancer les avis des uns des autres. Alors 66 millions de procureurs, je trouve que c'est un peu raide et ça fait partie des phrases aussi un peu toutes faites et radicales de M. Macron. C'est une référence aux 66 millions de sélectionneurs dont parlait Raymond Domenech. Il y a un mot, je ne sais pas si vous le connaissez, l'ultra-crépidarianisme. Ça vous dit quelque chose? Alors, c'est un mot qui a été remis en vogue par un philosophe et scientifique qui est Étienne Klein. Et l'ultra-crépidarianisme, ça vient d'une expression latine qui disait cordonnier pas plus haut que la chaussure. Et ça veut dire, c'est cette façon quand même de parler avec beaucoup d'assurance de ce qu'on ne connaît pas. C'est quand même très répondant. Pour le scientifique que vous êtes d'ailleurs, est-ce que vous regardez cette période avec étonnement, c'est-à-dire où tout le monde a un avis sur le vaccin, sur la façon de soigner le virus. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait quand même laisser les gens qui savent parler ou se taire un petit peu quand on ne sait pas? Et il y avait cette phrase fabuleuse de tous les hommes politiques qu'on a entendus. Je ne suis pas médecin, mais je pense que l'hydrochloroquine, c'est bon. Oui, enfin, je ne suis pas médecin, mais moi, j'ai, par exemple, absolument aucun avis, bien évidemment, scientifique ni médical sur le vaccin, comment il faut l'administrer, s'il faut faire 5 ou 6 doses, etc. Mais on a le droit, en tant que citoyen, quand même, de donner son avis sur notre vie et la politique et la façon dont elle est menée. Alors, on a le droit sur la politique. Après, c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens dire mais il faudrait tester tel traitement, alors qu'ils ne sont absolument pas compétents. Oui, mais on peut, par exemple, être tout à fait perplexe en disant on nous impose, par exemple, ce confinement qui va venir, ces gestes barrières, ces fermetures de restaurants, on nous impose tout, en disant il faut sauver le service de santé, parce que sinon, le service de santé va être obligé de se mettre à trier les malades quand ils vont arriver. Alors, le tri des malades, c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire avec le vaccin? On trie des malades, les futurs malades, puisque on trie, on dit seulement 75 ans. Voilà, donc le tri, dans un sens, on nous dit qu'il est bien, puis dans l'autre sens, il ne serait pas bien. C'est totalement contradictoire. Donc, je ne suis pas procureur, mais j'ai le droit d'avoir un avis là-dessus. J'ai le droit d'avoir aussi un avis. On est toujours en train de nous dire, surtout, il ne faut jamais mettre un militaire à la tête du ministère des Armées, parce que ça choquerait tout le monde, un général. Là on dirait, voilà, c'est une catastrophe. Et puis là, nous, on met un médecin à la santé. Mais c'est exactement pareil. C'est la même catastrophe. Mais expliquez-moi la différence, un médecin à la santé ou un général au ministère des Armées. Ça n'a pas de sens. La fameuse phrase que la guerre est trop sérieuse pour être confiée à des généraux. Exactement. Et je pense que la crise sanitaire est trop sérieuse pour être confiée à un médecin.
Il faut réhabiliter. Non, il faut un conseil scientifique. Non, mais justement, j'ai absolument l'impression que nous ne sommes plus gouvernés. Il n'y a plus de gouvernement. Il y a des médecins qui ont pris le pouvoir, des autorités diverses et variées qui nous disent alors le masque en tissu, le masque non, le masque oui, le confinement va arriver. Et Macron et Castex ont complètement disparu. On a l'impression qu'ils attendent qu'un professeur Diafoirus qui doit leur téléphoner le matin en disant bon alors tiens Emmanuel, on n'a qu'à confiner. Ah ben d'accord, on confine. La politique a disparu. C'est un peu plus convu un peu. Il y a des procédures. Il y a un conseil de défense, il y a un conseil scientifique qui conseille. Enfin, non, mais vous ne pouvez pas inventer non plus. Non, mais dans une opacité totale. Je pense que le rôle du politique, c'est de prendre conseil auprès des experts, mais de faire de la politique. Et là, on ne fait plus de la politique, on ne fait que de la santé. Alors moi, je ne suis pas expert en santé, mais je voudrais que les politiques reprennent le pouvoir. Je n'ai pas voté pour le professeur Delflécy, j'ai voté pour le président Macron. Voilà. Donc je voudrais que ce soit lui qui gouverne et pas un médecin. Oui, alors je ne suis pas du tout d'accord avec Jean-Charles. D'une part, sur la notion de tri, heureusement qu'on vaccine les plus fragiles qui pourraient effectivement embouteiller, entre guillemets, les hôpitaux. Et qui sont les plus fragiles et qui sont, en gros, je crois que c'est 1/3 des morts sont dans les EHPAD et pour les personnes âgées. Donc moi, ça me choque pas du tout que l'on vaccine d'abord les personnes âgées pour sauver leur santé à partir de 75 ans. Mais ça ne me choque pas du tout non plus le tri, moi. Mais aucun tri ne me choque. Ouais, c'est donc. Mais vous aviez l'air de critiquer les tris. Non, je critique justement mais c'est tout à fait normal de prioriser pour le vaccin. Et là, je pense que ce choix de tri est un choix politique. C'est pas qu'un choix scientifique. Franchement, moi, je pense que heureusement que M. Macron est entouré de scientifiques, parce qu'il ne l'est pas, et je vois pas en quoi le politique peut prendre des décisions comme ça s'il n'est pas entouré de scientifiques qui lui donne une ligne, en tout cas médicale, sur ce qui se passe. C'est quand même quelque chose qui est une grande première depuis des dizaines et des dizaines d'années en France, qui fait quand même beaucoup de morts, où on voit là que les cours repartent à la hausse. Et heureusement qu'il y a des scientifiques qui lui donnent des données scientifiques. Et après, c'est à lui de décider, le politique, de savoir ce qu'on applique ou ce qu'on n'applique pas en termes de confinement régional, national, départemental. Voilà, ça, c'est une décision politique. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il ne prend pas de décision politique. La place, justement, des scientifiques comme conseillers du pouvoir, c'est... Ah bah si, ça me semble important. C'est-à-dire que nous apprenons à nos étudiants d'être critiques. Donc c'est pas nous qui allons dire que les gens ne doivent pas parler. Il faut être critique, il faut réfléchir. Après, le mécanisme scientifique, il est à mon avis, on croise les doigts, il est très très bon. C'est-à-dire que les gens se basent que sur des faits, que leurs homologues critiquent avec aussi des faits, et c'est cette controverse écrite et validée qui, à la fin, aboutit finalement à un consensus. Alors, les difficultés viennent toujours quand le politique doit prendre une décision plus rapidement que ce que le chercheur peut faire. Alors, on a le même problème sur le climat. On voudrait des longues séries de données pour se dire est-ce qu'on mesure bien tout, est-ce qu'on comprend bien tout. Donc il y a un problème climatique, c'est évident, mais après, vous voyez, pour le gérer, il va falloir comprendre quels sont les acteurs, et donc on a besoin d'observation. Mais le politique, il nous presse, et des fois, du coup, on contraint le scientifique à dire un peu des bêtises parce que il n'a pas complètement fini son étude, quoi. Le temps politique, le temps médiatique, le temps scientifique, c'est pas temps différent. Voilà. Alors, et du coup, je partage effectivement l'avis qu'à un moment donné, c'est au politique avec les informations les meilleures qu'il a, qui doit prendre une décision. Elle est bonne, elle n'est pas bonne. C'est son rôle après de prendre la bonne direction et d'être un peu intuitif, ou de sentir les choses. Mais il ne faut pas mélanger. Je suis assez d'accord. Les scientifiques doivent avoir les moyens, avoir le temps pour fournir des données. Et ça arrive quand ça arrive, et là-dessus, le politique doit faire un choix, corriger son choix si finalement les données changent. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est compliquée. C'est complètement nouveau, ces crises-là. Et du coup, là, le politique est obligé en permanence de réactualiser. Il faut qu'il s'exprime malgré tout, je pense, pour que les choses soient claires. Un mot sur, justement, l'UVSQ-SAT
essayer de mesurer, en gros, le réchauffement climatique. On entend parler d'un référendum en fin d'année. Si tout va bien, je ne suis pas sûr que les procédures puissent arriver. De référendum dans lequel serait inscrit dans la Constitution: la République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique. C'est important. Je pense pour nous tous, pour les générations futures. Est-ce que justement la procédure des référendums, ça risque pas de biaiser un peu cette question, d'en faire une question politique? On va voter pour ou contre celui qui pose la question. On sait très bien comment se passent les référendums. Ou est-ce que c'est important, au contraire, que les gens prennent en compte cet impératif, selon vous? Bon, moi, je sors de mon domaine de compétences, mais en tout cas, ce qui me paraît assez clair, c'est qu'aujourd'hui, il faut du courage politique, c'est-à-dire que les outils, on les a. On ne voit pas pourquoi, effectivement, aujourd'hui, on ne met pas un prix à la pollution qui permettrait, effectivement, de résoudre ces problèmes-là. Et donc, c'est ça qu'on attend, c'est que finalement, aujourd'hui, on ne puisse pas acheter à un prix dérisoire un produit qui aura transité d'Amérique du Sud alors que c'est pas la saison, etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses que l'on peut faire aujourd'hui pour ralentir ces problèmes-là, sans forcément, il me semble, avoir des nouveaux... de l'inscrire dans la Constitution ou de faire des outils juridiques. Donc je pense qu'il y a déjà des textes constitutionnels qui existent. Voilà. Pour moi, on en est au courage politique d'aller dans la bonne direction. On va passer parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais je voudrais quand même qu'on parle un peu de la caricature et de est-ce qu'on peut-on rire de tout et comment et avec qui? C'est la vieille question, mais qui se repose de façon de temps à autre. Vous connaissez bien les dessinateurs? Ben oui, j'en ai publié beaucoup. D'ailleurs, on a failli publier Gors, le ex-dessinateur du Monde. Du Monde. Alors, c'est un dessin qui était publié sur l'affaire Duhamel, voilà. C'est des pingouins qui dialoguent souvent dans ces dessins. Et si j'ai été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père, transgenre, devenu ma mère, est-ce un inceste? Demandait un pingouin à l'autre. Et ça a provoqué une suite de réactions, notamment de personnes transgenres qui ont vu une agression. Le Monde s'est excusé. Le dessinateur Gors a trouvé que cette excuse était déplacée et il a démissionné du Monde. Voilà. Alors, je pense qu'il a eu totalement raison. C'est d'ailleurs toujours courageux de démissionner quand on est dessinateur d'un quotidien critiquable, certes, mais enfin indispensable et puis extrêmement important qu'est Le Monde. Donc c'est quand même quitter une tribune importante. Je crois que ce qui lui a déplu, c'est non seulement les excuses, mais en fait le ton même des excuses qui dit « nous n'aurions pas dû publier ce dessin ». Le propre du dessin de presse, et c'est une spécificité un peu qui va devenir française, parce que les Américains abandonnent le dessin de presse justement à cause des pressions, parce que dès qu'un dessinateur faisait quelque chose, il y a un groupe de gens qui disent « non, ça nous choque, ça nous dérange, etc. » C'est un espace de liberté, et il faut arrêter, bien évidemment, la question que vous posiez, est-ce qu'on peut rire de tout? Oui, on peut rire de tout le temps, et pas en choisissant les gens avec lesquels on a envie de rire. Sinon, c'est la fin, je veux dire... Alors, il y a deux thèses qui s'opposent. Il y a Caroline Fourest et Natacha Polony, par exemple, qui dénotent une dérive moraliste inquiétante pour la liberté d'expression. C'est exactement ça. Et si on lit Mediapart de l'autre côté... estime que la liberté d'expression brandie par Gors et ses soutiens ne justifie pas des attaques systématiques contre les victimes d'agressions et contre ceux et celles qui se battent pour un monde plus juste. Oui, enfin... Alors on ne pourrait pas rire, de ça. Enfin, Mediapart, il ferait mieux de s'occuper de ne pas balancer le nom des professeurs qui s'intéressent à la liberté d'expression sur la place publique, plutôt que de s'attaquer à Gors. Voilà. Donc il y a un autre dessin de Gors là, qui est d'ailleurs assez bon, où il dit vivement que l'on ait un média qui nous dise la vérité comme on veut qu'elle soit. Voilà, tout à fait. Et très honnêtement, tous les dessins de Gors, alors après, bien évidemment, c'est comme l'humour, mais il y en a quand même pas, mais c'est quand même un type de grand talent, qui a beaucoup d'humour, très fin, et là, en plus, il faut arrêter un petit peu, je veux dire,
qu'est-ce que les transgenres viennent se mêler de ça? Il y a le mot transgenre, on se sent attaqué, mais je veux dire, mais ça devient ridicule. Ridicule. Vous avez l'impression qu'il y a une moralisation plus forte dans la société? Là, je vais vous faire sortir encore de votre domaine de compétence. Bon, voilà, c'est un avis tout à fait personnel qui n'engage que moi, mais moi je pense que, dans le débat de savoir s'il faut rire, surtout, je ne voudrais pas avancer. Cela étant, je pense qu'il faut qu'on parle de beaucoup de choses. C'est-à-dire que les tabous sont jamais bons et il y a beaucoup de choses qu'on ne parle pas assez, et du coup, on n'en parle pas assez, et c'est ça qui crée, à mon avis, des problèmes. Alors après, c'est-à-dire le transgenre, c'est quand même assez nouveau dans notre débat. C'est probablement pas nouveau dans la société. Ça a déjà existé et on voit bien que ça conduit à des difficultés de vivre des uns et des autres. Donc, moi, je crois qu'il faut en parler pour que les gens sachent que ça existe et puis s'habituer à ça. Dans un autre domaine, c'est pareil pour l'handicap. Voilà. On le cache, on met tout sous le tapis. Et donc, c'est pas normal. On doit vivre dans cette société avec tout ce qui existe et que chacun trouve sa place. Et c'est intéressant d'ailleurs que vous fassiez avec le rapprochement avec le handicap, parce qu'il y a eu une période, par exemple, où les handicapés étaient blessés quand il y avait des caricatures. Et après, il y a eu une évolution où ils demandent d'être traités comme les autres. Absolument. C'est vrai qu'il y a peut-être un moment dans la société où les gens sont plus sensibles que d'autres aux attaques, ou au rire même. Enfin. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on rit de plus en plus et le domaine du risible est en train de se rétrécir. Oui, Florence ? Oui. Alors moi, je suis très très choquée qu'il ait dû partir du monde, et je suis très choquée des excuses du monde, parce que dans cette phrase, vous avez en fait tous les sujets qui remuent la société aujourd'hui, que ce soit la problématique de l'inceste, que ce soit la problématique du transgenre, éventuellement l'homosexualité, enfin tout est dans cette phrase que je trouve vraiment très très bien vue sur les problèmes familiaux multiples et divers. Oui. Le but du dessin, c'était d'ailleurs de dire qu'est-ce que c'est un inceste. Hein. C'était plutôt ça, me qu'est-ce que c'est qu'un inceste? Et puis on pose la problématique du transgenre aussi. Enfin, tout est dit dans cette phrase. Et je ne comprends pas qu'elle. Et oui, effectivement, on est devenu très moraliste, très pudibond, et c'est vraiment dommage. Vous êtes l'avocate de Gorce, donc. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florence Percadet-Choquet. Merci beaucoup, Philippe Quécut. Et donc, on va suivre quand même l'évolution du VSQ-SAT dans les heures et dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, Jean-Charles Joly. Voilà, on n'a pas eu trop le temps d'en parler. On en reparlera. Le seul témoin de Jean-François Passe, que ça se passe en Sibérie. En Sibérie, oui, c'est tout à fait passionnant, saisissant, glaçant, mais c'est vrai, si on peut en reparler la prochaine fois, c'est vraiment un très, très, très grand roman. Merci beaucoup et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.